Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast In Shape to Grow, être en forme pour bien grandir et grandir en tant qu'entrepreneur. Alors dans l'épisode du jour, je suis très heureux de vous présenter, s'il faut encore le faire, Lilou Massé, une véritable icône sur la webosphère avec la télé de Lilou qui compte aujourd'hui plus de 100 millions de vues. J'avais été très heureux d'être interviewé une première fois en novembre 2013 lors du congrès international de Planète Quantique à Reims sur la conférence que je donnais à l'époque sur les 4 docteurs intérieurs. Et c'est ainsi que j'avais fait une première rencontre avec Lilou. Quelques mois plus tard, c'est Lilou qui venait à Bruxelles et nous avions eu la chance avec mon épouse de pouvoir organiser une de ses toutes premières conférences dans la capitale belge. Et aujourd'hui, les rôles sont inversés et Lilou me fait l'énorme plaisir, l'énorme privilège de pouvoir à mon tour l'interviewer. L'interviewer sur le dépassement de ses peurs en tant qu'entrepreneur. Parce que on pourrait imaginer que faire des vidéos et gagner sa vie sur le web, c'est une chose assez facile lorsque l'on a du contenu. Mais il faut véritablement avoir des stratégies, il faut pouvoir gérer tout cela sur la durée et on ne devient pas youtubeur avec le niveau que Lilou propose aujourd'hui du jour au lendemain. C'est ce que nous allons découvrir dans cette interview exclusive et vous allez également entendre quelles sont les routines, quels sont les choix de santé que Lilou a décidé de faire depuis bien longtemps pour garder le cap malgré les aléas et les peurs effectivement que l'on peut rencontrer en tant qu'entrepreneur. J'espère que cette interview va vous inspirer autant qu'il m'a inspiré et je vous donne déjà rendez-vous pour un prochain épisode et je vous invite donc à vous abonner sur cette chaîne pour recevoir les prochains interviews et tout le contenu que je serai très heureux de partager avec vous pour remettre ou mettre votre santé au cœur même de votre business plan. Et d'ici là, je vous souhaite une belle écoute. Eh bien, bonjour Lilou, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, David, merci. Très, très bien. Heureuse d'être avec toi, de passer ce moment-là. Oui, en tout cas, c'est incroyable le nombre de synchronicités cette semaine parce que ça fait un moment qu'on se connaît, on s'est déjà croisés à Reims, à Bruxelles. Tu étais venu faire une conférence dans la salle de Les Sources que mon épouse à l'époque gérait. Et puis là, pendant plusieurs années, bien, on a chacun fait notre petit bout de chemin. Et puis cette semaine, je pense à toi, je t'écris, est-ce que je peux t'inviter pour mon podcast, sachant que tu m'avais interviewé en 2013 justement pour la télé de Lilou. Et puis tu réponds, et puis hop là, on y est. Ouais, et c'est assez hallucinant parce que je reçois beaucoup de demandes. Je suis normalement, enfin voilà, avec un agenda assez Ben oui. chargé. Et je dis souvent, je dis 90% de non pour 10% de oui. Mais ce que j'ai peut-être moins dit, c'est que ces oui sont très spontanés et dans le coup, ils s'infiltrent à tout moment. Voilà, donc c'est fun et ça rend la vie aussi stimulante comme ça de s'autoriser à faire des choses à la dernière minute parce que coup de cœur, parce que ça nous plaît, parce que voilà, bien sûr. Exactement. Et c'est ma première question d'ailleurs, dans toute ta carrière, est-ce que cette foi dans la synchronicité, dans les événements, a toujours été là? Ou est-ce qu'elle est venue avec l'expérience et avec Ça ta... s'affine, ouais, bah ça s'affine avec le temps, forcément. On se fait de plus en plus confiance à ses intuitions, à ses ressentis, que ce soit dans le corps ou que ce soit quelque chose qu'on entend, ou ouais, vraiment le ressenti. Moi, je trouve passe par le corps, l'intuition aussi. Là, on a les poils qui s'hérissent, ou je savais que en voyant ta vidéo, je sentais un élan du cœur, tout simplement, et je me suis dit, allez, on va faire ça, ça va être léger, ça va être simple à mettre en place, et on y va. Génial. C'est un appel intérieur, c'est une guidance, on peut dire c'est notre âme aussi, c'est une partie de nous qui est connectée, qui est sage, qui nous dit vas-y, et on ne connaît pas les détails bien souvent de cette direction qu'on souhaite prendre, mais souvent après, ben, en le faisant, en étant dans cet événement-là, on réalise qu'en effet, oui, ça apporte énormément de bonheur et qu'il y a d'autres choses qui se passent en plus, parce que c'est ça qui est bien, c'est qu'après, ça ouvre d'autres portes encore.
Exactement. Et pour toi, ça fait partie des outils de l'entrepreneur parce qu'on voit Oui. l'entrepreneuriat, parce qu'on oublie finalement en te voyant avec des interviews, c'est léger, c'est plein de bonne humeur, d'énergie, mais derrière, il y a un énorme travail. On va en parler Oui. plus tard de ce que tu as déjà réalisé et de tes prochains projets, mais ça se travaille, ça ne se fait pas comme ça, juste à l'intuition. C'est énorme, tu sais, quand tu sors 4-5 livres par an, ce qui est le cas, hein, cette année, il y en a eu 4, l'année Wow. prochaine, il y en aura 5. Ça se fait pas seul, ça se fait avec des équipes qui coordonnent des choses, qui te relancent aussi, qui font que bah, je sais pas, t'es stimulé aussi, mais pas comme une liste de to-do et de tâches à faire qui sont rébarbatives, auxquelles tu as des deadlines, etc. Le fait que je réponde très spontanément, comme tu dis, et que je m'autorise aussi à dire plein de noms, mais des oui qui viennent du cœur, et intuitivement, bah, finalement, c'est des projets qui sont dans l'air du temps, qui se réalisent rapidement, donc qui ne traînent pas dans le temps et pour lesquels je suis encore à fond passionnée dedans. Il y a un vrai sens profond, tu vois, il y a une vraie démarche de vouloir aider les autres, bien sûr, qui m'anime, de vouloir contribuer, de vouloir éveiller les consciences. Donc tout ça fait qu'en effet, j'ai un espèce de moteur énergétique, on va dire, derrière moi, qui est tout simplement énorme. Et ça se fait, je veux dire, les projets, même si ça paraît beaucoup pour certains, 4-5 livres, mais une fois qu'on est dedans, une fois qu'il y a des collections comme le défi des 100 Ouais. jours ou d'autres choses, ou qu'on réalise la suite d'un livre pour enfants, Ouais. comme c'est le cas aussi, bon, il y a des choses qui sont en place qui après permettent de le dupliquer plus facilement après ou d'avancer plus rapidement. Donc, c'est vrai que c'est vraiment léger et en même temps, ça demande une organisation et ça me demande des personnes très organisées, des project managers, des assistants, des créatifs qui vont être aussi derrière moi et qui vont alimenter tout ça. Ouais. Mais mon impulsion, j'ai une espèce de bulle très libre, très autonome, très créative, qui fait que je peux, s'il y a une idée ou s'il y a une envie qui me prend, je peux la faire et je peux m'autoriser à la faire. Parce qu'il y a Ouais. l'équipe derrière qui soutient cet élan spontané. Ça, et c'est ce que tu dis, tu t'autorises à le faire, à vraiment suivre cet élan du cœur. Tu as d'ailleurs écrit un livre sur la mission de vie et tout ce que l'on peut faire autour de ça. Mais là, on voit qu'il faut les deux. Il faut effectivement écouter cet élan et puis, bah, comme tout entrepreneur, avoir une équipe qui bosse Ouais. et Alors ça avoir démarre une sans structure. équipe, hein, on le sait, ça démarre avec son courage, son envie, ses intuitions, hein, une envie de. Mais c'est vrai que je trouve que dès qu'on a trouvé sa mission de vie, et c'est comme tu dis, c'est le but du cahier d'exercice du défi des 100 jours pour trouver sa Ouais. mission de vie, c'est ça le titre. C'est-à-dire que sur 100 jours, on découvre sa mission de vie, ou en tout cas des éléments de ça pour après faire les choses avec du sens. Et à partir du moment qu'on aime ce qu'on fait, c'est vrai qu'on ne garde pas l'heure, qu'on est dans quelque chose qu'on a de toute façon à faire, peu importe la source de revenus qu'il y a derrière, j'ai envie de dire, ou autre, parce que moi, c'était vraiment le cas, c'était à la base mettre des vidéos gratuites sur C'est Internet. ça. Et c'est toujours ça, la fondation, et c'est toujours ça de diffuser au maximum ces informations. Et à partir de là, finalement, c'est un terreau qui est hyper fertile. Enfin, c'est de l'information, c'est une passion, on se sent connecté dans le coup avec les informations qui sont diffusées dans le moment, dans l'air du temps. Donc forcément, c'est un terreau fertile à la créativité, à créer d'autres choses à partir de là. Mais ça n'a jamais été conçu pour créer une telle abondance, j'ai envie de dire. Ouais. J'avais pas je l'avais pas fait pour ça. Et c'est en ça que c'est authentique, que ça vient du cœur, que c'est Ouais. spontané et que ça marche. C'est ça aussi. Tout à fait. Et on va justement revenir sur un peu les éléments de ta carrière, de ta vie, si tu me le permets. Tu es né Bien sûr. à Santa Barbara, donc tu as la double nationalité. Est-ce que, par hasard, je me suis posé la question en préparant l'interview, est-ce qu'il y a d'autres icônes d'Internet sur YouTube qui donnent des informations en deux langues? Parce que c'est un autre travail aussi. Certainement. C'est un autre Là, une fois de exercice plus, tu aussi. vois, c'est là où je ne suis pas non plus dans une veille des autres, ce qu'ils Oui, font, oui, ou concurrentiel, ou je ne sais pas quel autre nom, parce que moi-même, ayant fait une école de commerce, tu vois, on m'a oui, appris à. Mais c'est pas du tout de là où viennent les idées, tu vois. Elles c'est viennent ça. vraiment de. On pourra parler plus tard des outils ou d'autres choses, mais vraiment, ça vient de l'écriture inspirée ou de méditation ou de moments dans la nature ou autre qui vont faire que aussi ces idées viennent. Mais qu'est-ce que je voulais dire? C'est pas parce que quelqu'un le fait ou c'est pas en fonction de, tu vois, de ce que j'ai pu voir et autres. Donc, je ne sais même pas si d'autres personnes le font.
moi, c'est venu naturellement où je me dis, tiens, il y Oui, a des personnes à interviewer aux États-Unis et leur info est tellement pertinente et ils communiquent tellement, je trouve, les Nord-Américains de manière ouais, facile et haute sur ces sujets-là. Ils ont les bons mots en plus en anglais pour en parler. Donc, hop, je fais l'interview en anglais. Il y a quelqu'un d'autre qui traduit. Mais après, c'est pareil, il faut trouver des traducteurs, il faut avoir les budgets pour les traductions. Enfin, ouais, là aussi, ça demande en effet d'attirer à soi plein de choses. Mais au début, on commence par une vidéo, un c'est ça. commentaire, une tentative. Et je trouve que les idées qui sont porteuses, c'est David, on les voit tout de suite. C'est-à-dire Oui, que moi, une vidéo que je mette en ligne, je sens quand elle va cartonner. Tu le vois sur les premières minutes. Un livre, c'est pareil. Il y a une effervescence, il y a un truc. Alors, c'est pas toujours au début. Des fois, ça met un petit peu de temps. Mais après, d'un seul coup, il y a quelque chose qui s'ouvre. Mais souvent, les bons trucs, quand même, dès le début, tu sens qu'il y a un... Je sais pas comment dire, tu vois, tu sens un truc qui pétille, un projet qui est porteur, les portes s'ouvrent, il y a un flow, et pourtant on est dans une ère où ça va demander une certaine discipline quand même, de continuer d'être positif, de porter un projet, d'être dans des vibrations qui sont hautes, tu vois, mhm. d'alimenter ta créativité, de vouloir créer quelque chose qui a un impact dans le monde, dans la société, qui va faire du bien, enfin tout ça. Euh, je pense que ça a demandé aux entrepreneurs et à tout le monde, hein, tout créateur, etc., c'est vraiment tout le monde de quotidiennement avoir une certaine forme de discipline et de rigueur pour en arriver là et pour maintenir ce niveau vibratoire qui sera bien plus élevé que d'autres qui ne feront pas ces démarches-là et qui, dans le coup, fonctionneront dans la peur. Parce que là, il y a une énorme différence quand même entre les entrepreneurs qui fonctionnent de la peur ou Mhm. qui veulent utiliser les outils de la peur pour récupérer, pour avoir des revenus ou du chiffre d'affaires, et Oui, ceux c'est qui vont ça. fonctionner dans l'amour. Et là, ça va être ouais, elles vont être différentes en fonction, elles vont être différentes, tout ce qui va se créer dans le futur en fonction de la vibration de laquelle tu l'as créé, ou même si tu l'as créé à la base dans l'amour et envie de partager, etc. Et qu'à un moment, bah, tu commences à rentrer dans tes peurs parce que ça ne génère pas les revenus que tu pensais ou autre et que tu as des investissements, etc. Si d'un seul coup, hop, tu commences à changer ta communication ou utiliser des outils de marketing qui sont plus basés dans la peur de l'autre, tu vois, et ben, je trouve, moi, que ça va créer d'énormes différences et ça Oui. peut changer tout le projet. Donc, il faut être très vigilant, je trouve, pour rester et prendre des décisions qui sont vraiment positives, amoureuses, pour le bienfait des autres, etc. Oui. C'est Avec ce courage, costaud. effectivement, de pouvoir oser et s'exprimer et rester justement cohérent avec sa mission de vie. C'est intéressant et c'est déjà une pépite que tu nous offres là parce que c'était une de mes questions de savoir un petit peu quand effectivement on se retrouve dans la peur, que faire. On y reviendra, mais on a déjà là quelques éléments. Et encore une fois, le fait que tu sois né à Santa Barbara et puis que tu as grandi à ce moment-là entre deux continents, Mm. tu as grandi en partie en France aussi. Ouais. Alors, j'ai grandi, je suis née à Santa Barbara en Oui, Californie. Après, on a déménagé en France. On est reparti quand j'avais 6 ans. On est c'est resté ça. 2 ans. Et ensuite, j'y suis retournée adulte, à peu près à 20 ans Voilà. après mes études. Entre 2000 et 2008, effectivement. Donc, c'est tout à fait cohérent de t'avoir finalement en deux langues parce que tu as été baigné dans les deux langues. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant au niveau de ton authenticité, d'avoir justement ce pied sur les deux continents. D'ailleurs, tu as fait une tournée de 12 mois aux États-Unis en 2011 et tu as fait la même chose en 2013 en Europe. Donc, tout ça a créé petit à petit la Lilou que tu es aujourd'hui. Et donc, en 2001, en fait, tu n'étais pas encore sur YouTube. Tu as commencé sur YouTube en 2006. Mais en 2001, tu avais quand même une petite activité d'indépendant puisque tu m'as dit en préparation de cette interview que tu faisais la création de logos. C'est ça? Ouais, de logos, de sites internet. Ça a même commencé par des newsletters. C'est-à-dire que je travaillais à la fin de mes études et j'ai eu du mal à trouver un emploi. J'ai trouvé un emploi grâce au fait que j'ai fait un premier stage de développement personnel. C'est ça qui m'a... Parce que ça Waouh. bloquait en France, ça bloquait aux États-Unis, malgré mes diplômes, malgré la mention sur mon mémoire de fin d'études, enfin tout, quoi. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est ça qui m'a amené à me remettre en question et à commencer à faire un premier stage de développement personnel en 2000 aux États-Unis, en Floride. Puis j'ai fait Tony Robbins, marcher sur les braises chaudes et autres choses absolument
folles et qui en même temps ont ouvert de telles portes et de telles Ouais. perceptions. Et si je peux te demander justement, à ce moment-là, au moment où tu as vu ou ressenti toutes ces portes se fermer, est-ce que d'office tu t'es remis en question ou est-ce qu'il y a un moment où tu as dit, oh mais pauvre de moi ou que sais-je, comment ça s'est passé au niveau? Ah, j'étais dévastée, je comprenais pas, puis j'avais pas les outils, j'avais pas encore Ouais, commencé, tu vois. Enfin voilà, les 4 accords Toltec, je crois que c'est à peu près au même moment ou un moment où je les ai eus entre les mains, mais c'était vraiment, même avant d'avoir ce livre entre les mains et avant de faire ce premier stage, si tu veux, t'es perdu, tu n'as pas de repères, tu n'as même pas de point de référence pour te remettre en question, donc c'est hyper difficile. Tant que tu ne trouves pas une méthode comme celle que j'ai apprise lors de ce stage, je veux dire, non, tu te dis, au début, tu te dis, bah, c'est le système, c'est la France. Après, tu te retrouves aux États-Unis, tu ne peux plus dire ça parce que dans le coup, voilà, tu trouves d'autres excuses, tu pointes vers l'extérieur, tu critiques le système, tu critiques tes parents. Moi, j'avais beaucoup de colère vis-à-vis de mes parents. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais partie de France. ouais, Et puis aux États-Unis, tu te rends compte que le problème est encore là, donc ça vient de toi. Donc il y a quelque chose pas comme quelque chose qui est, voilà, sans s'en vouloir plus que ça, mais à un moment, il faut quand même faire le taf, il faut quand même bosser ouais. pour te dire, allez, il y a quelque chose à faire là et à ouvrir. Et en l'occurrence, moi, c'était, j'avais fait ce premier stage en me disant que je pouvais trouver un emploi grâce à ça. Et j'en ressors avec à réaliser que j'en voulais à mon père de m'avoir abandonné à un moment après le divorce de mes parents. Mhm. Donc, tu vois, et c'est le fait de communiquer authentiquement à ce moment-là avec eux, c'est le fait de communiquer authentiquement avec eux à ce moment-là qui a permis une première petite ouverture de cœur. C'est ça, parce qu'on Tu le as une revoit première souvent, hein. ouverture, un premier masque qui s'enlève, une Ouais, première vérité qui éclate, un premier soulagement, une énergie que tu récupères. C'est tout ça qui vient avec. Donc, dans le coup, bah, paf, la créativité commence à arriver. C'est pour ça que le travail, je trouve qu'on fait spirituellement ou même dans le développement personnel ou autre est très important parce que tu récupères des morceaux de toi qui ont hiberné, qui ont décidé de switch off, tu vois, parce que l'âme s'est fragmentée à des moments de ouais, traumatisme ou de blessure, etc., et a décidé de ne plus être là. Donc, plus tu travailles, enfin, en travaillant sur toi au fur et à mesure des épreuves que tu traverses et des envies et des rêves que tu veux accomplir, bah, tu récupères cette énergie-là, tu récupères cette créativité, tu redeviens plus complet comme être et forcément après, bah ouais, c'est plus lumineux, tu rebondis plus vite, tu as d'autres idées, tu es dans l'air du temps, tu es connecté à la source, à ce qui se passe, à la vie et tu avances. c'est ça. Et donc, c'est ce qui t'a amené. Donc, tu as fait ce premier stage de développement personnel en 2000. En 2001, tu as cette activité d'indépendante. Et en 2006, tu décides de partager justement une partie de ce que tu avais appris sur 6 ans avec une communauté. Tu te lances sur YouTube à une époque où je ne pourrais pas me rappeler de ce qui se passait sur YouTube en 2006, mais à une époque où ce n'était pas encore, en tout cas Il n'y en a pas France, grand-chose. vraiment développé. Et là, tu te dis quoi? C'est encore une fois un élan du cœur. Tu te dis, ça, je dois le partager. Alors, ça vient du fait que lors de ces stages, il y a un coup de bol ou il y a un coup du destin, si tu veux, qui arrive, qui me frappe. Et il y a ces 2 femmes qui étaient elles-mêmes déjà auteurs, une d'auteur d'un livre sur l'écriture du journal intime, une Oui, sur un livre pour enfants qu'elle avait auto-édité et best-seller, I Love You More. Et là, ces 2 nanas me disent, euh, on devrait créer quelque chose pour partager et mettre en place tous ces outils. Qu'est-ce que tu en penses? On fait ensemble ces stages, etc. Et dans le coup, on a brainstormé autour de l'idée de c'est bien beau de faire des stages, c'est bien beau de faire des thérapies et tout, mais il faut l'appliquer pendant un certain temps. Et c'est là où l'idée du défi des 100 jours est sortie, qu'on voulait faire en reality show pour la télé, qui au final, c'était beaucoup trop tôt pour faire un truc positif comme ça. Et on l'a décidé de le faire en ligne, en faisant des vidéos de nous. Et c'est comme ça que j'ai, moi, utilisé et tout mon savoir de création de sites, de oui, logos, de marques, de sites web, etc. Et que j'ai trouvé YouTube en mars 2006. Et là, je leur ai dit, il faut qu'on switch sur YouTube. Et ça va nous aider à mettre des vidéos et on va pas être... parce que sinon, ça coûte cher sur des serveurs privés, etc. Et c'est oui. comme ça que je le faisais avant. La première saison, toute première en 2005 du défi des 100 jours, c'était ça. Puis après, il y a eu donc une série de choses qui fait que... bah,
il y a Le Secret qui sort en 2007, qui était sur la loi de l'attraction. Donc, nous, comme on voulait tester les lois universelles sur 100 jours aussi, là, c'est tombé pile à ce moment-là. Puis moi, je me suis déplacée à Chicago. Je me suis retrouvée à rencontrer Oprah Winfrey. Je faisais des vidéoblogs et j'annonçais un truc, puis ça se manifestait, tu vois. Donc, tu avais tout de suite des personnes qui commençaient à suivre et à halluciner les manifestations qui se créaient, tu vois, et ma vie qui se transformait au fur et à mesure. Donc, des gens qui ont suivi, des gens qui écoutaient. Et puis, je partageais tous les hauts, les bas, avec la mise en pratique de tous ces outils. Et puis, ça démontrait clairement que ça marchait. Donc, le suivi américain a été important. On avait été même sélectionné dans l'Oprah Show pour faire partie d'une des émissions, et puis ça s'est annulé à la dernière minute. Ça, c'était le côté dévastateur. Mais tu vois, c'est toutes ces choses. Forcément, il y a des hauts et des bas dans tout ça. Oui. Mais à chaque fois, ça ouvre une nouvelle porte. Et ça a été énorme. Et justement, dans cette porte qui s'est fermée, qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que ça a été, évidemment, la première fois que au moment où tu as reçu l'information, la nouvelle, ça a dû être dévastateur, mais après, qu'est-ce qui s'est passé en toi? Tu t'es dit, c'est pas grave, ça va revenir, ça va… C'est comme la fois où je suis partie en 2011 faire un casting, pareil pour Oprah, pour proposer une émission, et je me suis effondrée pendant le casting, et là tout s'écroule, mon monde s'écroule, je tombe, moi je plonge direct en vertical, hein. Et là, quelques jours plus tard, mais bien sûr, j'ai à le faire de toute façon. En fait, c'est une telle évidence, ça entraîne tellement d'impacter émotionnellement. C'est tellement en même temps ça et que j'avais à offrir à cette chaîne, mais je dois le faire. Je dois partir, faire une tournée d'interviews. J'ai pas besoin de caméra, de production, de machin. Je vais prendre mon petit téléphone, mon petit flip caméra, et j'y vais. Je vais rencontrer ces auteurs et je vais les mettre sur YouTube. C'était une évidence après. Mais c'est grâce à ça, ça m'a permis de donner naissance au Juicy Living Tour. Tout comme ce jour-là, cette nouvelle-là m'a donné encore plus envie de le partager sur le web. À chaque fois, ça me donne encore plus envie de le partager sur le web. Je me dis, tiens, c'est la télé, tiens, c'est Oprah, tiens, c'est des producteurs, tiens, c'est machin. Et au final, ça ne marche pas. Et là, je me dis, j'y vais de toute façon. Ça m'ébranle au début. Et après, je dis, mais non, attends, il y a un truc qui vient tellement me toucher profond. Là, c'est en moi. Je dois accoucher de ça. C'est à moi de le réaliser. Quel que soit ce qu'on me dit, ça a beau être des producteurs, des personnes connues, des machins. Ça leur plaît pas, mais moi, je sais que j'ai à le faire. Et j'y vais. Oui. Et ça, c'est vrai qu'on l'entend dans chaque histoire où la personne a réussi à aller au-delà de cette peur, au-delà de ce frein, mais il y a quelque chose qui en découle et qui est probablement même plus authentique que si ça avait été, je dirais, organisé et chapeauté par une équipe. Parce qu'en 2009… Mais certains s'arrêtent, tu vois. Certains s'arrêtent à cette nouvelle-là, ou n'essaye pas d'en ouvrir une autre, ou tu vois, ou continue de persister dans cette même direction. Et je trouve qu'on devrait s'ouvrir. Et dans ces moments difficiles, justement, encore plus en ce moment, avec des gens qui ont aussi des réactions bizarres ou des choses qui nous reviennent et qu'on trouve violentes ou autre, tu vois, de continuer dans sa vision, mais de s'ouvrir à la manière dont elle doit se manifester, tu vois, de comprendre l'essence, de voir l'essence du projet et de s'ouvrir à comment ça doit se manifester. Oui. Non, clairement. Et donc, en 2006, tu débutes sur YouTube alors que tu étais déjà avec une première saison du défi des 100 jours. Et en 2009, ça a été finalement le dernier élément déclencheur pour toi, où tu avais une position de directrice marketing en Angleterre. Et là, tu perds ton job et tu dis non, là maintenant, c'est un signe pour changer totalement de carrière. Je continuais, j'ai finalement jamais arrêté les vidéos depuis 2006. Donc ça a été une continuité où j'ai continué de partager. J'ai continué de partager au moment où je perdais mon emploi aussi, ce que j'étais en train de vivre. Et je me suis dit là, il est temps d'écrire un livre et de montrer. Donc là, j'ai écrit « I lost my job and I liked it » en anglais. J'ai perdu mon job et ça me plaît. Où là, je me suis dit, j'enregistre. Je n'arrivais même pas à écrire à l'époque, tu vois, la page blanche, c'était même pas la peine. Donc, je l'ai enregistré, j'ai partagé mon vécu au jour le jour après avoir perdu ce job-là. Parce que je ne voulais pas revenir vers un job de marketing classique, je ne voulais pas refaire des sites internet ou autre. J'étais déjà très impliquée à faire des vidéos sur YouTube. Je ne savais pas comment ça allait générer des revenus, mais je ne savais pas. Je ne savais pas du tout. Je me suis fait un film au début en me disant
que comme j'avais eu 2-3 millions de vues sur YouTube, je me suis dit, mais je vais auto-éditer un livre et il va cartonner, ça va me permettre d'en vivre. Seulement, après, tu le sais très bien quand tu es auteur que ça demande beaucoup de ventes de livres pour en vivre et que beaucoup ne vivent pas juste en tant qu'auteur à travers ces revenus-là. Mais moi, je me suis lancée naïvement aussi à ce moment-là, avec enthousiasme. Et grâce à ça, ça m'a permis d'auto-éditer et 2 ans plus tard d'être édité par Très Daniel qui m'a contacté. Et c'est comme ça qu'après, j'ai commencé à éditer pour lui et Le Défi des 100 jours s'est édité en France, etc. Donc, tout en passant par une dure épreuve au niveau santé, puisque j'avais de la rosacée qui est apparue, mes cheveux, je perdais des quantités de cheveux impressionnantes. Enfin, tout mon corps me montrait que les signes étaient au rouge, qu'il fallait que je sorte de cet engrenage, de cette façon de fonctionner, de cette équipe-là, de Londres, que c'était plus possible et que j'avais besoin, qu'il était temps de vivre ma mission de vie. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sans argent, à 32 ans, de retour chez mes parents, après avoir connu beaucoup de facilités financières. Donc, ça a été très dur au niveau de l'ego. Et en même temps, ça a été le début de construire des bases solides. Je peux dire qu'il n'y a qu'à 32 ans que j'ai commencé à construire quelque chose sur vraiment des bases solides. C'est-à-dire que financièrement, je savais qui j'étais au-delà de ce qui se passe sur mon compte. C'est ça, exactement. Et que ça ne dirigeait plus ma manière de faire mes choix et tout. Et en tant qu'entrepreneur, ça c'est énorme dans le coup. Ce que tu peux faire à partir de là, parce que tu prends des risques, tu fais des choses, tu sais que ça va revenir, tu sais que l'abondance est là à tout moment, que allez on y va, qu'il y a des choses qui sont à vivre et que finalement la vie ne tient pas à un compte bancaire, à une identité extérieure, à un titre, à même d'être entrepreneur, de se mettre encore là en rôle, parce que là, on peut encore complètement rentrer dans un autre rôle. Donc, ces pièges-là, après, tu tombes beaucoup moins dedans. Ils sont là, l'ego peut à tout moment se grignoter sur un truc, mais tu vois, tu restes beaucoup moins longtemps dessus. Clairement, clairement. Et donc, on l'entend bien, à chaque fois que tu as dû prendre une décision, tu as digéré la nouvelle et puis c'est un élan du cœur. Mais est-ce que je peux te poser la question de savoir quelle est ta plus grande peur? Parce qu'on en a tous. Quel est, selon toi, ce qui te fait le plus peur, si je peux me permettre? Ouais, j'ai plein de peurs. Après, j'ai pas vraiment disséqué exactement la peur du regard de l'autre, malgré ce qu'on peut penser, le fait d'être comme ça sur YouTube ou autre, la peur de mal communiquer. En fait, tout ce qui est fou, c'est là où je trouve que derrière certaines de nos peurs, il y a vraiment tellement de lumière derrière, tu vois, parce que on se compare, tu vois, ou on se dit, bah, tiens, je communique pas assez bien, je vais pas être assez clair ou autre, et puis finalement, bah, il y a quelque chose de très authentique et spontané qui sort et qui est au contraire moins léché que certains discours, certaines personnes qui parlent très très bien, mais qui est accessible et qui parle aussi à toute une catégorie de personnes. Donc, tu vois, moi, c'est peur de mal communiquer, peur de ne pas être à la hauteur, peur du regard des autres. Je veux dire, la liste de peurs est très longue. Hein. Peur de la mort, on va dire. Je peux aller jusque-là. Mais tout ce qui est de l'ordre de, tu vois, après, je regarde, il y a ces peurs-là. Et puis, il y a au fur et à mesure ce que tu construis, ce que tu crées, la façon dont tu vas rebondir, etc., qui prend largement le dessus après sur ces peurs. Et ces peurs ne t'arrêtent plus, tu vois. J'en suis consciente qu'avant de faire une conférence, devant 100, 200, 1000, 1500, 3000 personnes, j'ai la boule au ventre, je me mets dans des états, etc. Et pourtant, après, il y a quelque chose une fois sur scène qui prend le dessus, tu vois. Et il y a toutes ces choses-là, mais ça ne m'arrête plus, les peurs, en fait. À partir du moment que le jour où j'ai marché sur ces braises chaudes avec Tony Robbins et que j'ai vu que finalement, quand tu visualisais, quand tu te conditionnais, quand tu te mettais de l'autre côté, que tu savais que c'était réalisé, tu y allais en confiance et bam, tu étais de l'autre côté, c'était déjà fait avec beaucoup plus. Enfin, tu réalisais des choses qui étaient des fois extraordinaires. Et puis après, ce qui est extraordinaire pour moi, parce que je me dépasse constamment aussi, tu vois, je sors constamment de ma zone de confort, donc forcément, tu as des peurs qui remontent. Je ne me mets pas dans une zone
à rester trop longtemps là, parce que c'est pas là où je trouve l'excitation, le fun, la créativité, c'est en sortant constamment. Donc constamment, j'ai ces peurs qui remontent à la surface parce que j'y vais. Je vais vers ce défi-là qui, c'est sûr, vient me rechercher. C'est ça. Donc, C'est ce qui te je permet dis alléluia aux peurs, quoi, presque, parce que… C'est ça. Voilà, exactement. C'est ce que je ressens en t'écoutant, hein, c'est que finalement, c'est l'expérience de vie. C'est sentir cette vie parce que ça bouillonne, parce qu'il y a des peurs, parce que s'il n'y avait pas de peur dans sa zone de confort, finalement, on sait que ça ne marche pas. Ce n'est pas là qu'on va réellement s'exprimer, réellement… se découvrir. Voilà. Ouais, parce que quand on sort d'une zone qu'on connaît, forcément, ça fait remonter des peurs. Et en même temps, c'est nouveau, c'est excitant, il y a d'autres choses qui arrivent, on apprend à se connaître différemment. Il y a des nouveautés qui arrivent parce que c'est un territoire qu'on n'a pas exploré. Donc, c'est génial. Mais il faut réussir à se dire, OK, bon, bah, ça va venir me challenger, c'est OK. Exactement, exactement. Et des challenges, ben, tu en as encore vécu il n'y a pas longtemps, hein. En 2017, tu lances la librairie de Lilou, on en parlera également. Et en 2019, pardon, tu te remets en forme, puisque c'est aussi un élément clé de ce podcast, c'est de voir un petit peu comment chaque entrepreneur, voilà, ça se voit, ouais, se prend en main, parce qu'il faut traverser tout ça, ces peurs, ces obstacles. Est-ce que toi, tu as ressenti au cours de cette carrière, les moments où tu étais peut-être moins en forme physiquement, moins en forme dans ton assiette, est-ce que tu voyais ta créativité, ton courage, la manière dont tu rebondissais différente? Ouais. En tous les cas, le sport et me remettre en forme, chose que je pratiquais énormément. Bah, en tant que, je veux dire, adolescente, ça c'est sûr, ou dans mon enfance, etc., puisque je suis grande et on me sollicitait facilement pour en faire. Après, aux États-Unis, parce qu'il y a une culture nord-américaine du sport et autres, donc là j'étais à fond. En plus, j'habitais à Miami, donc, et puis Chicago. Mais je veux dire, c'est des villes sportives, comme partout, j'ai l'impression, aux États-Unis, en tous les cas, sur les. Enfin, l'Est, l'Ouest, etc. Enfin bon, en tout cas, voilà, le sport faisait partie 2 fois par jour, j'en faisais. Enfin, c'était du roller, c'était tout. Tout était autour du sport. A complètement arrêté à la suite de ma perte d'emploi. Ou presque, à part des marches, à vraiment, depuis 2 ans, comme tu disais, à refaire avec un coach de 3 ans, avec un coach sportif, à m'être vraiment remis quotidiennement, plusieurs fois par semaine aussi, mais avec des exercices de mobilité quotidienne, mais d'avoir trouvé aussi le bon match, parce que c'est pareil, faut aussi, c'est une question de trouver ce bon match, mais c'est sûr que disons que ça développe le fait d'être plus confortable dans l'inconfort. Ça développe le fait de dépasser quand il y a une difficulté, d'aller au-delà, tu vois, et de vraiment même dans l'énergie, je trouve qu'on a au quotidien, tu vois, on en a plus. Je sens quand je ne fais plus de sport régulièrement ou pas, ouais. Et c'est bon de l'avoir de nouveau dans ma vie. Après, je fais du golf aussi. Ouais. On a déménagé à Lacanau pour être autour du golf et pouvoir faire du golf, pouvoir faire du vélo, pouvoir être plus proche de la nature. Et puis là, on passe du temps en Suisse maintenant ces 6 prochains mois, donc pour être plus proche de la montagne. Donc c'est un vrai équilibre de vie, déjà d'une, d'être proche de la nature, et de deux, d'intégrer le sport, mais dans tous ses différents aspects, on va dire, dans le quotidien, quoi, pas seulement à travers des séances. Et ça, je suis contente de l'avoir retrouvé parce que je l'avais perdu. Ça ne m'empêchait pas d'avancer, d'avoir créé plein de choses, ça par contre. Oui. Mais c'était comme un manque pour moi parce que j'ai beaucoup d'énergie, donc c'est vrai que le sport, ça m'équilibre quand même aussi pas mal dans ma tête et mes émotions. Oui, tout à fait. Mais ce que j'ai aussi remarqué dans les notes que tu m'as envoyées pour préparer cette interview, c'est effectivement le fait que tu aies à plusieurs reprises parlé de la marche, surtout quand tu as perdu ton boulot de Londres. Et quel est ton avis sur la marche? Parce que c'est une réflexion que je me suis fait justement cette semaine. Personnellement, j'ai beaucoup utilisé la marche aussi, mais j'ai l'impression que la marche, quand on n'est pas bien, c'est quelque chose qui est vraiment utile pour faire passer ce trop-plein. On n'a pas peut-être Puis la marche l'énergie. dans la nature, là, c'est le summum, parce qu'on est… Alors, je me souviens de cette année où donc à la suite de où je me suis retrouvée sans argent de retour chez mes parents, mais j'ai passé presque un an
plusieurs fois par semaine à aller faire de longues marches puisque j'avais le temps et j'avais ces hauts et ces bas, ces moments d'inspiration et après, ça redescendait, tu vois, c'était des montagnes russes, mais ça m'a tellement aidé à trouver ces bulles d'oxygène, d'inspiration et de me tourner vers l'extérieur. Et c'est vrai que quand tu passes des étapes difficiles ou même juste des étapes de vie, c'est difficile de communiquer avec des amis ou tu vois, en fait, je me sentais compris par la nature, je me sentais entendue, je sentais que je pouvais m'ouvrir, je sentais que je pouvais pleurer, que j'étais pas jugée, que tu vois, donc ces longues marches seule et après avec ma mère aussi par moments que je faisais m'ont aidé à vraiment petit à petit faire que les montagnes russes c'était moins des hauts et des bas et que petit à petit ça s'est jusqu'à temps que un jour dans la nature, je disais à ma mère, parce que je la sentais qui était très dans la critique et tout, et là j'ai dit je continue mon chemin seul, je vais juste, tu vois, et je suis pas partie vers la colère, je suis restée en contact avec la nature. Et ça après ça te quitte plus et tu l'as en toi, tu te sens relié à Gaïa, tu te sens relié à je veux dire même la cohérence cardiaque, de se mettre en cohérence cardiaque avec la cohérence justement de la Terre. Quand tu te sens guidé après, tu te sens, c'est pareil, tu sais où te déplacer, quand il faut te déplacer. Tu te sens faire partie de quelque chose de beaucoup plus complet et ça, c'est essentiel. Donc, vivre ces moments, je veux dire, où on a le temps de passer dans la nature, où on prend le temps de marcher, où on prend le temps de faire ça, parce que c'est là où il y a un reset et on reçoit même, je crois qu'on reçoit à plein de niveaux. C'est comme des téléchargements, c'est comme une mise à jour de notre logiciel pour être apte à passer cette prochaine étape de notre vie, tu vois, plus sereinement et plus connecté. Tout à fait, et c'est très intéressant ce que tu dis, je suis vraiment content de t'entendre parce qu'en plus c'était une conversation qu'on avait eue en 2013 lors de l'interview que tu m'avais accordée, que je t'avais fait. C'est effectivement que il y a un alphabet dans l'activité sportive. Il y a des moments où on a besoin d'une marche, il y a des moments où on a besoin d'un coach pour se dépasser, il y a des moments où on a besoin de souplesse, des moments où on a besoin de travailler son cardio, parce que ce n'est pas simplement le sport comme unique activité, mais c'est comme l'assiette. Hein, on va parler de ton assiette et tu m'as partagé certaines de tes habitudes. Effectivement, selon la saison, selon notre humeur, on va avoir besoin de tel et tel élément pour être complet. Et j'imagine que c'est quelque chose que vous allez aborder avec ton prochain défi des 100 jours. Hein, parce que 100 jours, c'est un petit défi, on va en parler tout à l'heure, mais c'est vraiment très, très chouette d'avoir un 100 jours sur la relation corps-esprit à travers le sport. Ouais. Bah là ce défi-là, je peux te le montrer si tu veux, parce que c'est la couverture, c'est avant même, c'est chromalin, ça s'appelle, c'est-à-dire que c'est la couverture, d'ailleurs ça va pas être exactement comme ça va être plus petit, un peu plus resserré, etc. Mais on voit le cerveau et nous on est en train de faire un mouvement, un squat cosaque, et puis donc ça c'est David qui est David Bouy, hein, qui n'est pas, on va dire, connu. Il a été athlète en water-polo, formé des équipes, etc., multi-athlète, polyathlète, et j'adore. Et je lui ai dit, mais attends, on va faire un défi ensemble. Tu vois, et le rouge, et faire un défi sur muscler son corps et son cerveau, c'est apparu comme une évidence parce que c'était retranscrire aussi ce que lui fait à travers ses séances, tu vois, dans un défi. Et à chaque fois, c'est ça le challenge quand je fais un défi des 100 jours avec un co-auteur, c'est d'arriver à intégrer tout son savoir en 100 jours, enfin une partie de son savoir en 100 jours, pour aider les personnes à aller d'un point A et B. Et lui, il est vachement dans le jeu, dans muscler, dans la neuroscience, dans, tu vois, muscler son cerveau aussi, et sortir de sa zone de confort. Donc, il y a tous ces challenges qu'on a proposés dans le défi, qui vraiment se rajoutent. Enfin, c'est marrant parce que ça ramène à l'essence aussi du défi. Alors, en version plus complexe, parce que c'est quand même avec des séances de sport qui sont intégrées, tu vois, des défis, etc. Mais on retrouve dans chaque défi des 100 jours, mais là, on retrouve vraiment, je trouve, le côté jeu et défi de la douche froide, tu vois, pendant un mois, on va faire des douches froides de 15 secondes, puis après augmenter au fur et à mesure pour sortir de sa zone de confort. Mais il t'explique tout au niveau des hormones et l'impact, etc., que ça, à avoir un bracelet du positif, à faire des exercices, des séances de mobilité tous les jours. Mais il y a plein il y a même un défi dans une boulangerie. Enfin, il y a des choses qui font que tu vois, tu te dépasses, tu sors de ta zone de confort
et en même temps, tu te muscles au travers de ça et tu commences à comprendre petit à petit les différents mécanismes qui existent pour arriver à installer ça dans ton quotidien. Eh bien, écoute, je suis vraiment bluffé parce que en termes de synchronicité, c'est encore plus incroyable. Ici, tu termines une série de 7 interviews cette semaine que j'ai proposées à ma communauté sur le principe d'hormèse. Hormèse au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau de 7 types de stress. Et ici, tu viens de parler de ce défi en boulangerie. Alors, je ne sais pas du tout de quoi il retourne, mais j'ai imaginé effectivement que ce stress hormétique que l'on a avec le sport ou avec la douche froide, on peut l'avoir au niveau émotionnel ou on peut l'avoir au niveau mental en se donnant des petits défis. Pas quelque chose qui va nous mettre en plein milieu d'un champ de bataille qui va nous terrasser parce que c'est comme faire du sport de manière beaucoup trop intense dès le départ. Faire des petits défis pour grandir. Et là, tu viens de me dire que cette manière de voir le stress hormétique physique et émotionnel, eh bien, il est résumé dans un livre qui sort en avril. Sur un tu vas adorer parler avec David. Hein. Je pense que David et David, en vidéo, ça va cartonner et il va pouvoir t'expliquer tout ça. Et c'est tant au niveau de notre posture, pour développer mieux notre cerveau, que nos jambes, nos muscles inférieurs aussi. Enfin, c'est passionnant. La boulangerie, en l'occurrence, c'est se mettre dans l'inconfort et de me redemander 5 fois à la boulangère une chose différente. Donc, l'assumer. Donc, ça te met dans une espèce de, là aussi, mais un stress qui est induit, que tout comme de faire des burpees dans la rue, il y a des choses qui sont assez hallucinantes, et qui revient à l'essence au départ du défi des 100 jours où je voulais créer justement tous ces défis. Et je rêve d'un défi un jour où il n'y a que des petits défis comme ça, tu vois, où on fait 100 défis et c'est vraiment, ça te challenge. Et là, on en approche. Alors, en plus, avec les séances de sport 3 fois par semaine, tu vois, des exercices de mobilité et autres. C'est génial. Je vais essayer d'avoir David, justement, dans votre campagne de communication. Il y a un moment où ça pourrait être vraiment intéressant. Avril, tu vois, mars-avril, il devait sortir en mars, mais on est plutôt sur avril. Donc, c'est un bon moment en mars, peut-être, pour que ça sorte en avril. C'est une très bonne chose. Ça me fait penser aux travaux de Jodorowsky. D'accord. Tu connais Jodorowsky? Non. Écoute, je l'ai lu un tout petit peu. C'est un auteur anglais, je pense. Je vais te partager ses références. Et justement, pour travailler au niveau émotionnel, il propose des défis joués comme ça, mais à un niveau très intensif ici. Si je compare un petit peu les défis de la boulangerie dont tu viens de parler, c'est un défi qui est accessible et c'est ça que j'aime bien. C'est même un bonus, tu vois. Non, mais là, ce que je te parle, c'est un bonus ce jour-là. C'est pas… Ouais. Non, mais ça permet de prendre du recul. Mais oui, c'est bien parce que c'est intégré dans le quotidien. C'est ça qui est bien. Et ça ne va pas te mettre en danger. C'est comme le sportif, un bon coach sportif, il va avoir un programme de progression. Tu ne vas pas faire un entraînement intensif dès la première séance. Et donc, par rapport aux travaux de Jodorowsky, où quand je voyais ces défis, je me dis, mais jamais je serais capable de faire ça parce que ça te met vraiment à nu. Ici, je trouve que c'est vraiment une progression qui est accessible et dont on a besoin justement pour se rendre plus résilient. Aujourd'hui, c'est vraiment important par rapport à ce qui se passe, de pouvoir rebondir par rapport à cet environnement et avoir confiance en soi. C'est quelque chose qui revient énormément depuis le début de cette interview. Tu suis ton cœur et puis tu as le courage de suivre ton cœur et ton élan et tu mets ça en pratique et tu le matérialises. Parce que tu l'as dit en début d'interview, c'est bien de faire des stages de développement personnel, mais si ça reste dans la tête, ton corps n'est même pas au courant. Des fois, tu regrettes une fois que tu t'es lancé dans le truc. Mais c'est là justement où tu es testé et après, derrière, c'est lumineux. Génial, génial. Écoute, en tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à faire cette interview. J'en rêvais depuis le jour où tu m'as interviewé en 2013, de te rendre l'appareil. C'était vraiment mon intention aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment très, tu fais ça très bien. En tout cas, c'est très gentil. Et en plus, j'avais une structure, mais c'est parti vraiment de manière très spontanée. Et j'adore le rythme que cette interview a tout de suite. Et c'est vraiment, ça te ressemble vraiment au niveau de l'authenticité, au niveau de ce que tu partages. Et on voit effectivement, avec le petit cœur derrière toi, ça part du cœur et tout est aligné. C'est vraiment génial. Donc, ici, je voudrais passer à justement au partage. Tu en as déjà partagé au niveau des routines, des activités que tu fais toi pour rester active en tant qu'entrepreneur. Mais ma première question serait,
à travers les 2500 interviews que tu as fait. C'est juste énorme. Je veux dire, le nombre de personnes, de contacts, quand on sait ce que représente un contact direct. Alors ici, on est loin, hein. Tu es à Lacanau, je suis à Ottawa, on est en ligne, c'est magnifique de pouvoir le faire, mais le nombre de personnes que tu as rencontrées, dans lesquelles tu es rentré dans leur distance personnelle et que tu as posé des questions, tu as dû t'enrichir, c'est une vraie bibliothèque que tu as dans tes cellules, les mémoires cellulaires que tu dois avoir, ça doit être extraordinaire, mais comment alors as-tu pu faire le tri, ou est-ce qu'il y a un moment où tu as eu un trop-plein avec toutes ces informations? Est-ce que ton cerveau a su décoder tout ce qui était bon pour toi? Comment tu as fait pour… Bah, ça a commencé tellement rapidement avec beaucoup d'interviews tous les jours, hein, surtout à partir du moment où je suis partie en tournée. C'était 5-6 des fois conversations par jour que, si tu veux, dès le début, c'est comme les bagages, je ne pouvais pas me déplacer avec plus de 2 bagages, que finalement, tu prends ce moment-là, cet échange, il y a des choses que tu retiens pas. Je sais qu'énergétiquement aussi, j'étais enrichie de cette conversation, qu'il y avait autre chose, comme tu disais, qui s'était passé au niveau cellulaire et autres. Je me suis vraiment pas, j'ai pas essayé de tout appliquer, tout emmagasiner, tout, tu vois, c'était vraiment, chaque conversation, il y en avait tellement l'une après l'autre, c'était tellement riche que je restais dans cette conversation et hop, il y en avait une autre qui arrivait et ça s'ajoutait ou après je pouvais comparer et ça s'est fait vraiment assez naturellement, sans prise de tête ou sans saturation du disque dur, tu vois, c'était vraiment… parce que c'est pas de l'information qui est dense là non plus, tu vois, c'était de l'information sur la conscience, l'éveil de conscience, etc. Donc même si des fois en effet ça pouvait être très scientifique, genre avec Joe Dispenza ou des choses plus scientifiques ou Nassim Haramein ou des choses qui vont être, voilà, où vraiment ça demande beaucoup plus d'écoute, je le prenais comme ça en étant dans l'instant présent, si tu veux. Donc là, tu le vis pas sur le même plan avec juste des données, tu vois. C'est vraiment un échange et c'est un délicieux moment quoi, que tu retiens et que tu emmènes avec toi et t'enrichis en effet par ça. Et du coup, dans ton quotidien d'entrepreneur, de jeune maman, qu'est-ce que tu as? On a entendu un petit peu ton avis par rapport à l'activité physique, hein, donc garder ce corps en mouvement à certains moments à travers les balades, le vélo, le golf, qui a un état d'esprit bien précis. Puis quand tu es avec David, ben, tu as un état d'esprit autre. Qu'est-ce que tu fais au niveau alimentaire, toi, Lilou, pour garder la forme, pour garder l'énergie? Quelles sont tes routines, tes choix? Ouais, bah, j'avais fait des choix. Enfin, en 2007, justement à Chicago, j'ai découvert le Master Cleanse. Donc ça, je l'avais fait. J'étais sportive à ce moment-là en salle de sport, comme je disais, aux États-Unis. Et là, d'un seul coup, je perds 10 kilos et je vois les muscles qui se dessinent et oh là là, trop bien. Et mon corps, au bout de 10 jours, qui voulait que du vert après. Donc je me suis mis crudivore pendant 1 an. Et après, le Master Cleanse, je l'ai fait ou je le fais 2 fois par an. Pendant 10 jours où c'est du jus de citron, sirop d'érable, piment de Cayenne et de l'eau. Et je me suis aperçue dernièrement, bon après c'est vrai que là aussi, hein, tu vois, l'impact d'avoir un coach sportif, d'avoir ce sport au quotidien et de faire toutes ces activités-là fait que le jeûne, en fait, m'est apparu quelque chose qui me faisait très peur pourtant. Je me sentais capable d'un master cleanse où tu manges rien du tout pendant 10 jours, 12 jours, enfin juste de l'eau, mais un jeûne mentalement, ça me faisait peur. Et j'ai eu une espèce de gastro. Et là, je me suis dit le lendemain, ça y est, je ne mange rien, je sens que c'est ça qu'il faut, je me sens prête. Là aussi, tu vois, c'est venu spontanément à moi au lieu d'imposer le jeûne. Et je n'ai pas mangé et j'ai contacté mon ami Romain Camus, qui est énergéticien haute, qui lui fait des jeûnes depuis 20 ans, tous les lundis. Et j'ai toujours trouvé qu'il avait vraiment une énergie incroyable, une ouverture et puis svelte. Enfin, tu sens qu'il est à son poids de forme et qu'il est bien. Je me suis dit, il y a vraiment un truc là et j'ai décidé d'adopter ça tous les lundis depuis ce jour-là. Parce que, et je le fais pendant 36 heures, c'est-à-dire du dimanche soir au mardi matin. Et oui, il y a des maux de tête. Oui, c'est de plus en plus simple au fur et à mesure.
jusqu'à ne plus avoir de maux de tête, jusqu'à trouver des techniques pour dépasser ces maux de tête, ces difficultés, jusqu'à vraiment me sentir très bien et de plus en plus fonctionnelle ce jour-là, parce qu'avant, j'étais plus au ralenti. Et en même temps, je m'offre cette journée-là comme une journée de repos, de plus de détente, de moins avoir des trucs intellectuels ou autres, et de continuer de fonctionner, mais juste de faire d'autres choses qui ont besoin d'être faites, mais qui n'ont peut-être pas besoin autant de concentration, de moments de concentration, et ça me va bien. Génial. Cool. Et donc, du coup, ça impacte ma alimentation au quotidien, parce qu'après un jeûne, tu n'as pas envie forcément des mêmes choses. Donc, je tombe moins dans des habitudes alimentaires, parce que j'avais essayé le jeûne intermittent, c'était moins pour moi. Et puis, tu vois, je tombe dans quelque chose qui est assez dynamique, où c'est comme un reset toutes les semaines de mon corps, de ma tête, de tout ça. Et ça te convient, c'est ça qui est intéressant et important. C'est venu d'un élan du cœur ou des intestins dans ce cas-là. Et puis, ça s'est intégré naturellement dans ton quotidien et tu as été ouverte à cette possibilité-là. Donc, c'est intéressant. Et du coup, tu parlais du lundi justement comme une journée de plus relax. C'est ce que tu as comme élément, je dirais, de récupération active. C'est ce lundi qui est nature, je vis au rythme de l'environnement. Je vais travailler quand même, mais oui, je me rends compte que c'est ce qui me manquait avant, le fait d'avoir une petite fille. Elle a 2 ans et demi, donc ça demande beaucoup d'énergie et tout. C'est adorable, mais en même temps, c'est vrai que par moment, quand ils font pas leur nuit ou qu'il y a des difficultés ou autre, où tu es confiné ou tu as le Covid et tu dois la garder ou autre, c'est vrai que là, c'est que le lundi, maintenant, dans le coup, ça m'impose en effet un jour où elle n'est pas là, où personne n'est là, de me recréer cette bulle énergétique et de pouvoir mieux redémarrer la semaine. Comme si le week-end n'était pas suffisant, parce que le week-end, il y a tout le monde, tu cours à droite, à gauche. Hein. Donc le lundi, c'est juste, je ne prends pas de rendez-vous, je ne vais pas faire d'interview, tu vois. Donc déjà, rien que ça bloque cette journée-là, où je vais peut-être faire un ostéo ou quelque chose comme ça, tu vois, qui est plus pour le corps, mais qui ne me demande pas là non plus de concentration. Donc, où je vais aller chez le coiffeur, où je vais faire d'autres choses qui ne demandent pas, tu vois. Et ça, c'est mon lundi, mais c'est des choses que je ferai de toute façon dans la semaine, que j'ai besoin de faire et que je fais ce jour-là, mais pour moi. À ton aise, à ton rythme, vraiment, dans l'agenda, tu as le lundi, c'est Lilou. Alors, ça m'arrive des fois de sauter cette journée-là. Donc, je m'autorise aussi, parce que je n'ai pas envie de revenir vers des extrêmes, parce que c'est vrai que quand on teste, tu vois, des choses comme ça, moi, j'ai pu être dans les extrêmes, et là, je me dis, je n'ai pas envie de me bloquer, mais je fais tout pour que ça fonctionne. Et ça ce non en extrême fait partie justement de ce que tu as appris ces dernières années par ta vie d'entrepreneur et puis ta vie d'être humain, tout simplement, comme on l'a dit tout à l'heure. Parce que je suis très passionnée, donc je peux me lancer à fond dans un truc, et c'est sûr qu'au niveau de l'alimentaire, je l'ai fait plein de fois. Je trouve que c'est facile de tomber dans l'alimentaire et dans le sport vers ces extrêmes, ou même d'ailleurs, tout domaine de vie. Et que c'est important de trouver la voie du milieu pour soi, une voie qui nous corresponde, à chacun sa voie, et trouver sa place. Trouver vraiment le menu, tu vois, même au niveau de l'alimentation, parce qu'avec mon père, j'avais fait le défi des 100 jours alimentation consciente qui existe. C'est pareil, c'est chacun, au final, créer son propre repas, sa propre alimentation qui lui convient, sa manière de manger qui lui convient. Le sport, c'est pareil, tout, enfin, tu vois, c'est pas tomber autant. Moi, j'ai besoin de tester les trucs un peu extrêmes pour après revenir, mais là, je suis contente dans l'alimentation et le sport d'avoir trouvé quelque chose qui est équilibré, harmonieux, qui me va bien, qui va dans mon emploi du temps. Exactement, et trouver justement cette santé holistique globale qui est la tienne. Et puis, après, chacun doit pouvoir trouver cet équilibre. Écoute, en tout cas, un tout grand merci d'être aussi spontané, aussi authentique durant cette interview. Une dernière question, Lilou. Si tu devais justement aider les entrepreneurs aujourd'hui par l'un ou l'autre conseil, parce qu'on est dans une période difficile, ça fait 2 ans que l'environnement est très particulier. Tu as eu le Covid il n'y a pas longtemps, donc toi-même, tu as dû passer à travers cette période inconfortable et puis prendre tes décisions, prendre des comportements pour permettre à ton corps de le traverser. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aujourd'hui aux entrepreneurs qui se sentent perdus, en manque de repères ou en manque de contrôle sur ce qu'ils peuvent faire? On ne peut pas contrôler l'environnement,
mais on peut contrôler comment on y a réagi. Qu'est-ce que tu pourrais partager avec un entrepreneur aujourd'hui qui serait un peu en stress? Ben ouais, c'est chacun, je veux dire, moi j'ai vu que justement cette période de Covid où on n'est pas productif, hein, clairement, ça m'a permis de découvrir d'autres choses et c'était des cadeaux et ça te fait, je veux dire, en tant qu'entrepreneur, on est souvent à fond la caisse tout le temps, on s'arrête pas, on sait pas s'arrêter, on est passionné par ce qu'on fait. Là, ça a été l'occasion de faire un point, de prendre du recul. Moi, je trouve que ces moments de difficulté sont des merveilleux moments pour faire un bilan de vie, pour faire un défi des 100 jours, justement, pour prendre du recul et se dire, OK, là, il y a peut-être ça à ajuster, ça, même ça dans mon alimentation. Tu vois, le fait avec le Covid de perdre le goût, bah, là aussi, tu goûtes différemment. Tu goûtes le salé, le sucré, l'acide, et tu dis, mais attends, ça, normalement, je le mets dans mon corps, mais ça va pas, il y a un truc qui cloche là. Et tu réévalues, je veux dire, quand tu es dans ces périodes difficiles d'entrepreneuriat, c'est-à-dire que tu vas accéder pour moi à un autre niveau après derrière, et que tu as besoin de ce reset, tu as besoin de cette mise à jour, tout comme dans une relation ou autre, et que c'est l'occasion de polir ton diamant, de faire le travail intérieur, de transformation intérieure pour permettre à cette nouvelle étape de l'entreprise d'éclore, de nouvelles idées aussi. Donc, je trouve que dans ces périodes-là, tu télécharges aussi. Quand tu t'ouvres, tu télécharges de nouvelles informations. C'est le moment de passer du temps dans la nature, comme je disais, de marcher, d'évaluer qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis en train de traverser ça en ce moment, même le Covid, hein, moi je sais exactement à un moment de baisse énergétique comment ça s'est infiltré suite à une trahison. Tu vois, c'est vraiment assez simple finalement quand on regarde comment ces maladies arrivent ou comment ces difficultés arrivent. Quand on a envie de l'observer et puis se faire aider, tu vois. Moi, je dis aux entrepreneurs, faites-vous aider, tant par des soins, j'ose dire, énergétiques, demandez à l'invisible aussi de l'aide. Moi, je me suis constitué une Dream Team, comme dirait Romain, et, voilà, et à laquelle j'accède, des défunts, des personnes chères que j'aime, même des gens que j'admire, qui sont encore vivants, mais à qui je peux consulter comme ça, d'âme à âme, en tant que mentor, un conseil demandé. Enfin, ne pas hésiter à aller au-delà de ce qu'on ferait normalement dans ces temps actuels. Enfin, je pense que ça nous encourage à s'ouvrir, à tester. Après, ça nous va pas, mais essayons, tu vois, avec une ouverture de cœur, d'esprit, vers de nouvelles choses, que ce soit un changement alimentaire, que ce soit un changement dans sa façon de fonctionner, de travailler. Maintenant, beaucoup d'entre nous sont amenés à travailler de la maison. Moi, j'ai toujours travaillé de la maison. Même si on a notre entrepôt entreprise, je préfère travailler de la maison. C'est un choix, tu vois, chacun, c'est là où mieux se connaître. Profitons-en pour mieux nous connaître. Oui. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que, et c'est ça que je veux partager dans ce podcast. C'est vraiment inspirer tous ces entrepreneurs, quel que soit le marché, quel que soit leur produit, quelle que soit leur mission, de pouvoir justement travailler sur eux-mêmes et pouvoir propager et partager la meilleure version d'eux-mêmes. Et quand tu parles effectivement d'avoir une Dream Team, mais oui, on sait aujourd'hui qu'être entouré de personnes avec lesquelles on se sent en sécurité, c'est extrêmement important pour la capacité au système nerveux de se régénérer, de se remettre, faire un reset. Et donc, avoir une Dream Team, avoir des gens autour de nous qui nous permettent de nous écouter et puis, comme tu le dis, hein, d'apporter leur force par des soins ou par une écoute ou par des conseils. C'est vraiment important. Il ne faut pas rester isolé en tant qu'entrepreneur. Non, et puis l'autre chose, moi, enfin, dans mes pratiques et mon rituel, c'est vraiment faire le défi des 100 jours. Donc, c'est-à-dire me lancer pendant 100 jours avec des intentions et des objectifs sur 100 jours. Et après, tous les jours, mettre 3 pratiques en place et faire un bilan en fin de journée sur ce que j'ai observé, les succès, la gratitude et tout. Le fait d'avoir cette routine-là, je veux dire, et de me connecter à une communauté, là aussi, de personnes qui le font, qui sont en ligne, qui sont dans cette même démarche. Bon, là, c'est clair que, tu vois, et c'est marrant parce que tu es au Canada et le dernier défi des 100 jours, c'est quand même avec une Canadienne, hein, France Gauthier, que je l'ai écrit sur l'écriture inspirée, tu vois. Oui, très belle. Et c'est ça, tu vois, rien que ça, cette pratique d'écriture tous les jours, 10 minutes d'écriture, d'accéder à ta sagesse intérieure, de poser les questions et d'avoir ça. Bon, bah là, voilà, ça y est. C'est rien que ça, c'est des routines qui sont hyper efficaces. Tu médites, tu écris, tu poses des questions, quel est le message que j'ai besoin de recevoir en ce moment, et paf, et là ça y est, t'avances.
Voilà, c'est accessible au quotidien, tout le monde, et se donner une ligne de conduite. OK, je me donne 100 jours. En plus de ce que je fais, c'est parce que les entrepreneurs qui sont la tête dans le guidon, parfois ont l'impression qu'ils n'ont pas le temps. Mais ce que tu viens de m'expliquer, ça Non, mais prend tu quoi? gagnes en temps après, hein. Moi, je sais que je gagne énormément. Ces 10 minutes que je vais mettre le matin, ça va me permettre d'avancer. C'est comme quand je fais une séance de sport avec David ou autre. Je sais que ce jour-là, il va être différent des autres. Tu sais, c'est Clairement. là où ces 10 minutes-là, ou ce quart d'heure, ou même si c'était une heure, tu gagnes en productivité, en concentration, en énergie, en focus, en tout le reste. Donc, on se donne de fausses excuses. Clairement, clairement, mais pour ça, quand on est dedans, il faut avoir cette Dream Team. Et ici, j'espère que cette interview fera partie de la boîte à outils des entrepreneurs dans leur Dream Team en disant, allez, c'est vrai, Lilou, elle a des conseils à me donner, je vais écouter un petit peu ce qu'elle pourrait me donner comme conseil. Et du coup, oui, se lancer un défi. Et tout à l'heure, on en a parlé, on va maintenant un petit peu terminer cette interview avec là où les auditeurs peuvent te retrouver au niveau des vidéos, au niveau de tes prochains projets. Donc, on a parlé pour le mois d'avril du prochain défi des 100 jours avec David Bouy. Et tu as aussi d'autres projets sur la table pour 2022. Tu peux un peu partager quels sont Oui, les il grandes y a, lignes? il y a la suite de la Lilou la licorne, qui était un livre pour Oui, enfants que j'ai écrit génial. pour les 3 à 6 ans. Il y a l'agenda qui va avec, qui va sortir. Et puis, il y a le défi, le tout premier défi qui avait été créé, qui a été le best-seller, c'est le défi des 100 jours pour vivre une vie extraordinaire. Celui-là, je l'avais recommandé énormément aux entrepreneurs ou aux gens qui changeaient de vie ou qui étaient en pleine transition, ou qui étaient en divorce ou autre, parce que c'est vrai que ça demande quelque chose d'une structure assez légère pour accompagner comme ça des difficultés, des périodes plus denses. Donc, mais celui-là ressortira en janvier 2023 en nouvelle Oui, version. Et il y a le défi pour libérer son rapport à l'argent avec Christian Junot, qui est un ancien banquier suisse qui a écrit énormément sur le rapport à l'argent. Donc ça, c'est un défi, mais il est pareil, il est, comment dire, il est en rupture de stock bientôt là. Donc il va ressortir en septembre en nouvelle version aussi. Donc il y a finalement, j'ai 4-5 projets qui sortent l'année prochaine et une émission télé que je viens de produire. Qui était un de mes grands rêves et qui est en train de se mettre en place. Donc voilà, donc ça sera pour l'année prochaine aussi. Et, et des cartes aussi assez particulières qui vont sortir avec le défi des 100 jours sport. Donc il y a pas mal de choses qui arrivent. Et pourtant, je ne pensais pas que c'était possible et ce n'est pas mon but de produire autant que ça. C'est juste quelque chose qui vient naturellement, comme je le disais tout à l'heure, avec la spontanéité du moment, les projets, les différentes équipes sur lesquelles tu travailles, avec différents éditeurs qui te proposent aussi des choses et qui sont alignés ou pas. Après, tu choisis. Mais tout ça arrive l'année prochaine, ouais. Et donc, le meilleur moyen de te suivre, c'est effectivement de t'abonner, de s'abonner justement à ta chaîne YouTube, la télé de Lilou, à ta newsletter via ton site. Ouais, et puis il y a mon site liloumassé.com qui résume un peu tout et qui ensuite, voilà. Et puis sur Instagram, moi, sur Instagram et sur Facebook, c'est là où je fais beaucoup de live. Il y a la télé de lilou.com qui est là où je mets toutes les interviews, comme la nôtre. Et puis après, il y a sur Instagram Lilou Massé où là, je vais faire des stories, des partages de photos un peu plus du quotidien. Puis Facebook, je fais toujours des lives, des fois des cadeaux à gagner. J'adore ça, envoyer. En plus, comme on expédie, c'est simple à faire. Donc, il y a ça, il y a ces lives, il y a les vidéos qui sont diffusées. Génial. En tout cas, vraiment plein de gratitude pour le temps que tu m'as accordé, que tu nous as accordé aujourd'hui pour ce podcast qui est tout jeune. Je disais tout à l'heure, 2500 interviews à ton actif, 100 millions de vues sur YouTube. Tu es une icône, tu partages avec plein d'élan de cœur et puis tu as plein de projets aussi concrets puisque grâce aux vidéos, on pourrait rester dans la tête, mais tu as ces défis de 100 jours qui permettent à chacun et à chacune de passer à l'action et on est quand même des êtres incarnés, il faut passer à l'action, il faut faire du sport, il faut manger correctement, il faut se reposer et il faut être dans l'action. Donc, on a tous les ingrédients dans ce podcast. Un tout grand merci, Lilou. Je vais te souhaiter une excellente après-midi ou fin d'après-midi à la Cano. Moi, je vais aller voir, il est 10 h du matin ici, donc je vais débuter ma journée.
Pour tous ceux et celles qui nous ont écoutés, merci beaucoup. J'espère que cette interview vous a autant inspiré que moi. Je connais Lilou maintenant depuis une dizaine d'années, mais ça m'a vraiment très inspiré moi-même. Et je suis curieux de voir ce défi des 100 jours que je vais probablement ou certainement faire dès sa sortie. Donc, je vous encourage Avec nous, à suivre. Voilà. tous ensemble, on le fera en avril. Exactement, on fera tout ça ensemble. La puissance de la communauté, c'est vraiment extraordinaire, hein, Lilou. Ouais, c'est ça, c'est le fuel. C'est Voilà. énorme. Parce que le fait de démarrer tous ensemble, moi je le vois à chaque vague de sortie de défi, et c'est génial parce que David participe, je participe, et des milliers de co-créateurs en même temps, hein. Donc le fait de partager tout ça et d'échanger sur Telegram, sur Facebook, j'utilise beaucoup Telegram maintenant avec les messages vocaux et le partage entre les gens, c'est extraordinaire, ça te propulse si tu veux, ça a beaucoup plus de sens que de le faire dans son coin tout seul. Et pourtant, on peut le faire aussi dans son coin tout seul, mais c'est pas aussi enrichissant. Non, nous sommes des êtres sociaux, on a besoin de ça et ça nous permet de grandir. Moi, je dis souvent, la vie, c'est un sport individuel, mais que l'on pratique en équipe. Parce que pour sortir du lit, tu es seul, mais après, il y a plein de choses à faire ensemble et ce défi, ben, il est là. On le fait individuellement parce qu'on s'engage avec soi-même et puis on a la communauté pour se lancer. Donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel interview en français, en anglais une fois par mois. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et en tout grand merci Lilou, à très bientôt. On se verra certainement lors du défi des 100 jours du mois d'avril. Trop bien. Gros bisous, merci David. Voilà.